Après donc cette provocation volontairement assumée, baptisée les anecdotes de la décentralisation, j'ai décidé de rentrer dans les rangs, tout en gardant mon originalité d'imagination, mon style d'écriture et l'habillage de mes textes. Mon nouvel opuscule confirme néanmoins ma posture de spécialiste de thèmes osés, des sujets graves qui écument en latence la société des humains. Les ongles de la nuit, qui sera lancé en plein jour. Très rares sont celles et ceux qui gardent une neutralité d'expression à l'évocation de ce titre. Ils y trouvent déjà, sans même en découvrir le contenu, une sorte de récit noir, bourré de sortilèges radioactifs, délivré par un initié rebelle qui, pour une raison ou une autre, décide de mettre les secrets dehors. Je me contente de répondre par le sage sourire qui caractérise les grands hommes éprouvés. Comme vous le savez, comme vous le constatez sans doute, loin de désintégrer ma conviction sur cette ligne d'écriture littéraire, cet accueil cousu de préjugés à la limite inutiles me renforce plutôt sur mes choix éditoriaux. Je voudrais d'ailleurs remercier l'inspecteur Apollinaire Bezaou qui m'avait dit dans le temps, Stan, tu ne vas pas mettre le contingent invisible comme titre. Ce faisant, tu ne susciteras pas autant de curiosité que si tu mettais les ongles de la nuit. Et je constate que c'est lui qui a raison. La maison d'édition, Édition Nouveauté, ne publie jamais n'importe quoi. C'est parce que après toute analyse, après lecture et relecture, nous avons constaté que c'est une réflexion costaud et osée. Oui, parce qu'il a dit tout haut ce que d'aucuns dira tout bas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit les ongles de la nuit, ce n'est pas systématiquement la sorcellerie qui expose ses ongles. Non, c'est toute notre société, c'est toute l'Afrique, c'est toute notre richesse qu'on y découvre. Je ne serai pas prolixe, je tiens simplement à rassurer le public que les éditions Nouveautés ont mis un cachet spécial sur ce livre qui va faire son chemin jusqu'à l'international. Je vous remercie. Ces nouvelles, de la première à la dernière, nous livrent des histoires d'une guerre des choses dans l'ombre, pour emprunter le titre d'un roman, des histoires de rituels mystiques et de leurs impacts négatifs sur la vie de certains personnages, des histoires de sociétés secrètes et également des histoires d'infidélité que l'on cherche à dissimuler. Pour preuve, la première nouvelle de ce recueil nous présente une histoire bien surprenante d'une armée africaine qui intervient sur le théâtre de la guerre russo-ukrainienne. Eh bien, cette armée composée de chasseurs revêtus de talismans, de dignitaires, de fétiches oraux, et Gongon Zangritor à Tingali, de devins sacrificateurs, réussit à atteindre son objectif qui était de mettre fin à la guerre en Ukraine. Objectif que même les puissances occidentales n'ont pas réussi à atteindre. Eh bien, notre armée de mystiques africains a réussi quand même à atteindre cet objectif. On remarque donc que Stanislas Onkani transcende la traditionnelle répartition manichéenne qui consiste à séparer strictement le bien du mal et à faire de certaines personnes, à l'instar des sorciers,
des agents perpétuels du mal et d'autres des agents du bien. Mais quand on lit Les Ongles de la nuit, en l'occurrence la nouvelle même Les Ongles de la nuit, est reconvertie de force, l'on s'interroge. L'on se demande par exemple si la sorcellerie et les pouvoirs mystiques qu'elle permet d'acquérir ne sont pas un outil de développement, un outil de protection pour les peuples africains. Est-ce que les sorciers sont tous d'ignobles personnes? Les Ongles de la nuit montrent par exemple le chef d'une confrérie de sorciers qui défend l'usage de la sorcellerie pour régler nos comptes avec nos ennemis extérieurs. Il appelle à une révolution des pratiques occultes. Je cite: « Chers confrères, nous devons nous remettre en cause. Nous sommes porteurs de pouvoirs immenses. Vous voyez comment il nous est facile d'installer tout un village dans un petit tronc d'arbre. Pourquoi ne mettons-nous pas nos forces surnaturelles au service du développement de notre pays? Loin d'encourager la sorcellerie ou bien le braquage, l'auteur appelle plutôt à un bel usage des forces que nous possédons. Et également, au-delà de cet appel, l'auteur plaide aussi en faveur des enfants. Donc les enfants ne sont pas laissés pour compte dans Les Ongles de la nuit. L'auteur prend fait et cause pour les enfants. Il s'engage en faveur de ces enfants que l'on déscolarise et que l'on condamne souvent dans les couvents. Et ceux-là qui le font, ce sont les gardiens de la tradition. On le voit très souvent, au nom des coutumes multiséculaires, certains droits fondamentaux même de l'enfant sont bafoués. On préfère, en porte-parole des dieux qui sont muets ou en gardien de la tradition, arracher les enfants à la lumière de l'instruction et des savoirs que l'on dispense à l'école et les cloîtrer dans les couvents. La nouvelle, la toute dernière, Todogessi, fustige ces agissements. Elle marque une rupture historique avec la tradition, toujours respectée dans le village de Darokon, en faisant libérer une adolescente promise à un avenir brillant. Les dignitaires du Vodou Aïdo voulaient l'astreindre dans un couvent. L'auteur se fait ici messager des divinités et sonne le glas de ces actes rétrogrades. Il déchaîne même, contre toute attente, la foudre des dieux contre les instigateurs de cette pratique. Je cite: « Une tornade assassine se déclenche. Elle déracine la plupart des arbres, y compris le fromager bicentenaire, décoiffe la toiture du temple, dont un bout acéré vient trancher la gorge. Ah oui, il rend sans lutter l'ultime soupir. Chapelet d'amulettes en main, Tanino s'est offerte en sacrifice pour empêcher le couronnement de la jeune fille. » Eh bien, nos sociétés se doivent donc d'évoluer et d'abandonner toutes ces pratiques-là qui privent les enfants de leurs droits. Il faut bien qu'on change nos coutumes, qu'on fasse une réelle révolution. Le dernier axe que je voudrais aborder, s'agissant de ce recueil de nouvelles, eh bien, c'est le poids du secret professionnel ou religieux. Le devoir et le bon sens nous imposent souvent une séparation entre le monde professionnel et la famille, à qui il ne faut pas tout révéler. Il nous incite aussi à être bienveillants vis-à-vis de nos proches. Donc, si nous sommes témoins d'un fait qui déshonore un de nos proches, le devoir nous invite à avertir celui-ci. Cependant, il arrive parfois que l'on soit tiraillé entre ces deux devoirs. Il arrive qu'on soit dans un véritable dilemme, ne sachant s'il faut révéler ce que nous venons de découvrir ou bien s'il faut se taire, sans pour autant déclencher d'autres maux. On sait très bien que l'infidélité est briseuse de foyer, et ceux ou celles qui la commettent essaient de la cacher à tout prix, aux proches, aussi bien à leurs conjoints qu'à leurs proches. Mais lorsque vous êtes un prêtre et dans votre posture cléricale, vous recevez la confession d'infidélité de votre belle-sœur, faut-il respecter votre serment religieux et se taire, lui donner même l'absolution, ou bien défendre l'honneur de son sang et divulguer le secret en famille? Eh bien, c'est bien ce cruel dilemme que nous expose la nouvelle difficile absolution, dont je voudrais ici citer un passage.
Père André vit en ce moment le plus grand dilemme de son expérience absolutoire. Tiraillé entre l'obligation d'absoudre les pécheurs d'une part et son désir humain de venger son sang d'autre part, le prélat n'arrive pas à prendre une décision, tête baissée. Il ne s'est même pas rendu compte de l'installation de la deuxième pénitente devant la grille du confessionnal. Dans une autre nouvelle, Auberge de secret, un malheureux réparateur de téléphones portables détient les secrets qui transitent par les téléphones portables et dont la divulgation pourrait briser beaucoup de couples. Faut-il dénoncer ces écarts libidineux ou les prouver? Au lecteur de trouver une réponse. Bien, ce recueil de nouvelles, Les Ongles de la nuit, regroupe des nouvelles qui explorent les côtés fangeux de nos sociétés. En bon observateur du quotidien, Stanislas Moukani s'empare des sujets qui font l'actualité locale et internationale, ainsi que des sujets obscurs qui restent parfois tabous dans nos sociétés. Il s'empare de ces sujets pour sculpter dans un style soutenu, dans une relation minutieuse et un ton souvent ironique, des histoires insolites qui remettent en cause nos partis pris et nous invitent à une prise de conscience et à une nouvelle appréhension des choses. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Il était une fois un jeune élève qui, très tôt, a montré qu'il a suffisamment de ressources littéraires. J'en ai été fasciné, séduit, et c'était l'époque des coopératives scolaires. Je lui ai confié la section journal qu'il a tenue de main de maître. Et ce monsieur a continué à me séduire jusqu'à ce que je sois obligé de l'envoyer en stage pour avoir les armes d'un vrai journaliste. Alors il y a eu un divorce entre nous, entre-temps, parce que quand il a réussi au baccalauréat, je l'espérais en lettres modernes, il m'a filé entre les doigts, il s'est retrouvé en lettres anglaises. Il y a eu un froid entre nous. Et puis avec le temps, comme il était totalement dans la décentralisation, parce qu'un journaliste féru, reconnu par tous les maires du Bénin, il a sorti un premier recueil de nouvelles intitulé « Les anecdotes de la décentralisation ». J'en étais un peu jaloux. Il m'a offert un exemplaire. J'ai reçu cela, je l'ai parcouru et j'étais séduit aussi par le choix de son préfacier. Il avait choisi l'actuel préfet du Koufo, Médé Megbedji, voilà, qui a préfacé. J'ai dit, ça c'est bon, parce que moi je suis un peu apolitique. Il dit, là, il a bien trouvé. Je le guettais au carrefour. Quand, brutalement, il m'appelle, il dit, professeur, j'ai tenté quelque chose. Je dis, si tu restes trop dans le réalisme, je ne serai pas preneur. Parce que moi, je suis un amoureux de la littérature inventive. Il dit, bon, de toutes les manières, vous allez préfacer. Je dis, je ne reçois jamais d'injonction. Je ne préface qu'après lecture. Je ne préface qu'après lecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il m'a remis le manuscrit ou le tabuscrit, comme vous le voulez, et que je l'ai parcouru, j'étais tombé sous son charme. Et quand il m'a rappelé après, pour me demander, vous préfacez ou vous retournez ma chose, je vais me débrouiller avec un autre, j'ai dit, bon Stan, tu peux passer à la maison, et je lui ai remis la préface. Parce que c'est vraiment un bon livre.
J'ai beaucoup aimé ces phrasés. Il a amené une saveur nouvelle dans notre littérature. Nous avons l'habitude, nous autres écrivains, Madame Alagbada est là, le jeune Oussou Gildas est là, Claude Balogun aussi est là, et il peut témoigner que quand j'ai voulu lui préfacer Querelle de quartier, je lui ai servi la même chose. Et quand il m'a rappelé, j'ai dit, Claude, c'est prêt. Et quand je lui ai remis la préface, il dit vraiment, professeur, parce qu'en dépit de tout, on est parents, on a travaillé ensemble au FITEP, tout ça là. Et quand je lui ai remis ça, il n'en revenait pas. J'ai dit, tu as écrit un très bon livre. Pour le moment, ce livre fait partie des 10 livres retenus pour le prix du président de la République. Et moi, j'ai la conviction qu'il va remporter cela en théâtre. Alors, pour dire que je suis un peu difficile à gérer quand on se retrouve dans la littérature inventive. Je ne préface pas n'importe quoi, je n'accepte pas n'importe quel manuscrit, parce que c'est un travail d'abord de recorrection, et puis d'inspiration pour produire ce qui est convenable au texte que vous avez reçu. Parce que le rôle du préfacier, c'est comme un propagandiste. C'est comme s'il montrait la vitrine d'un article à posséder à tout prix. Et si vous mentez et que le lecteur plonge dans la mer littéraire et découvre qu'il n'y a même pas des huîtres, alors qu'il s'attendait à des requins, c'est vous qui portez le fardeau du mensonge public. Et c'est fort de tout cela que, quand j'ai parcouru l'œuvre, j'ai dit, il ne va pas m'appeler une seconde fois avant que je ne donne ma caution culturelle, littéraire à son œuvre. Le monsieur auquel j'ai fait allusion, qui nous a réunis ici, il a pour nom Stanislas Nkali. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Alors, il s'était déjà annoncé dans notre monde. Donc, ce n'est plus un nouvel initié. Aujourd'hui, il est totalement dans le landerneau littéraire béninois avec son second ouvrage qui est de loin meilleur au premier. Et je disais que ce que j'ai aimé chez lui et qui est la saveur nouvelle, c'est le jeu des interférences. Et c'est de ça que je parlais quand j'ai interpellé Madame Alagbada, Claude Balogun, Oussou Gildas et d'autres peut-être que je ne connais pas ici. Ces études anglaises l'ont beaucoup influencé. Et ces jeux d'interférences linguistiques convoquent beaucoup la langue anglaise. C'est une saveur, c'est un souffle nouveau pour notre littérature. Et tous ceux qui auront la chance d'acheter cet ouvrage sauront que nous avons des orfèvres de la langue. Nous avons des plumes esthétiques qu'on ignore. Et je voudrais que tout le monde prenne un exemplaire. J'en profite pour lui souhaiter bon vent. On attend le troisième ouvrage. Merci. Merci à vous. En Occident, tout le monde veut laisser des traces sur ses réalisations, sur ses réflexions, sur sa perception du monde contemporain. Et c'est la somme de tout ceci qui fait l'histoire. Quelle est donc notre place dans la construction de l'histoire? Devons-nous continuer à donner raison à ce président français qui déclarait que nous, les Africains, ne sommes pas encore rentrés dans l'histoire? Seuls ceux qui produisent des livres rentrent dans l'histoire. Mesdames et messieurs, la maison d'édition Tête d'Affiche est créée pour susciter, encourager et accompagner une production livresque prolifique, tout en promouvant la qualité, la rigueur et l'innovation. Celles et ceux qui ont déjà une belle plume, nous les aiderons à construire leur histoire. Quant à celles et ceux qui ont des histoires à raconter, mais qui n'en ont pas les ressources linguistiques adaptées,
nous mettrons à leur disposition des nègres professionnels, c'est-à-dire des prêtres-plumes doués, capables de les aider à donner corps à leurs rêves d'auteurs ou d'écrivains. Mesdames et messieurs, l'autre innovation qui fonde la création de la maison d'édition Tête d'Affiche, c'est la distinction des grands noms de la littérature, les plumes intemporelles. Ces plumes qui résistent au temps, ces plumes qu'on ne se lasse pas de lire et de relire. À notre avis, c'est le meilleur témoignage qu'on puisse leur rendre. Pour cette première édition, nous avons pensé à Apollinaire Agbazaou, qui est une extraordinaire polyvalence littéraire. D'autres grands noms suivront dans les semaines, les mois à venir, et ceci est notre marque, la plus-value que nous apportons en tant que maison d'édition. Dans son oral tout à l'heure, l'inspecteur Agbazaou parlait de moi, j'étais tout petit. J'avais même envie de quitter cette chaise et de fuir parce que je me disais, est-ce que je méritais autant d'éloges? Parce que c'est lui qui m'a fait. Si j'ai pu exercer pendant de nombreuses années en tant que journaliste, et maintenant, en tant qu'écrivain, c'est grâce à lui. Alors que j'étais encore en classe de première, il m'a pris sous ses ailes et m'a fait explorer les horizons professionnels en matière de journalisme. J'ai pu rencontrer de très grands noms du métier, c'est ça qui a forgé en moi cette envie d'aller loin dans ce métier et aujourd'hui de laisser des traces à travers des livres. C'est donc à juste titre que j'ai décidé de lui rendre hommage. Beaucoup d'autres noms vont suivre parce que nous avons beaucoup de valeurs en matière de littérature dans notre pays. Vive donc l'écrivain, vive les plumes intemporelles, vive Tête d'Affiche. Je vous remercie. Et vive la littérature aussi. Merci beaucoup à vous, Stanislas Okoni. De ma communication porte sur les innovations théâtrales et relevées dans la pièce de théâtre Cactus dans le ménage de notre auteur. Alors, il faut dire que le contexte politique du Bénin, durant la période de la Révolution entre 1975 et 1990, a créé un isolement culturel du pays par rapport aux innovations théâtrales qui étaient expérimentées dans les autres pays. Les premiers dramaturges, tous produits de l'école coloniale et admirateurs du théâtre classique français, ont opté pour ce modèle. Mais après la conférence de 1990, les productions théâtrales classiques et identitaires codifiées, autrefois originales, laissent place à d'autres plus libres. Chaque dramaturge ou chaque metteur en scène produit ou crée sa pièce selon l'orientation de son inspiration. Une autre originalité, innovation apparaît alors. Les pièces de théâtre des auteurs contemporains abordent par exemple les thèmes de critique politique et des questions relatives aux problèmes de la société. Je voudrais citer Cadavre, mon bel amant, d'Ousmane Aledji, Zongo Jiwa de la forêt des Viergers de Fernand Noulik Beton, Cactus dans le ménage d'Apollinaire Agbazaou. S'inscrivent très bien dans cette veine. En plus de la liberté qu'apportent les dramaturges contemporains dans l'écriture de leurs pièces, Apollinaire Agbazaou apporte une touche particulière à sa pièce précédemment citée en faisant de l'action théâtrale le théâtre dans le théâtre. Alors, Cactus dans le ménage, une pièce innovante. Ici, il s'agit de montrer les manifestations de l'innovation dans la pièce. Pour y parvenir, nous avons exploré le fond et la forme de la pièce. Et nous avons dégagé deux aspects d'innovation dans la pièce. Il s'agit bien sûr de la rupture avec l'écriture classique et du théâtre, de l'esthétique théâtre dans le théâtre. Parlant de la rupture de l'écriture classique, le dramaturge n'a pas tenu compte des règles classiques qui codifient l'écriture dramatique. On note dans la pièce une liberté d'expression dans la création. L'action dramatique telle présentée de façon directe, sans acte ni tableau, renforce au degré sublime l'originalité de cette pièce. La pièce est structurée en 7 séquences. Nous avons spectacle de femmes, appréhension d'hommes, énigme conjugale, coup de théâtre, embrouillamini, querelle de coq, la phase conjugale. Ce qu'il faut retenir de ces séquences, c'est que chaque titre de ces séquences porte
une originalité. Et nous sommes d'accord avec Michel Prunet qui estime que le titre d'une pièce de théâtre a pour but d'informer, d'attirer. Alors, il fait savoir que le titre d'une pièce de théâtre permet à l'auteur d'indiquer succinctement la teneur de sa pièce et est important pour attirer le public lecteur. Ce choix fait évoluer l'action dramatique et le lecteur trouve du plaisir dans sa lecture. Après, avec très peu de personnages, 4 au total dans la pièce bien sûr, sa mise en scène facilitera la distribution des rôles pour le metteur en scène. Mieux, elle attirera pour tout metteur en scène, puisque la mobilité des acteurs ne serait plus un casse-tête pour les metteurs en scène, comme ce fut le cas des pièces ayant plusieurs rôles à distribuer. Avec un volume très réduit, la préparation de son spectacle se fait dans un délai très court, et donc le metteur en scène tire double profit économique et temporel. Le nombre de pages par rapport aux pièces des années 90 est nettement réduit, comme je viens de le notifier. Cette pièce comporte environ 52 pages. Alors, parlant de l'esthétique du théâtre dans le théâtre, en écrivant Cactus dans le ménage, Apollinaire Agbazaou applique cette esthétique d'écriture qui apparaît déjà dès le XVIe siècle, appelée théâtre dans le théâtre. Cette forme d'écriture se constate dans le type de pièce ou de représentation qui a pour objet la représentation d'une pièce de théâtre. Le public externe assiste à une représentation à l'intérieur de laquelle un public de comédiens assiste lui aussi à une représentation. Les pièces qui portent les marques de cette esthétique donnent une vision baroque du monde selon laquelle tout est théâtre dans la vie. Tout au début de cette pièce, Assou, personnage de la pièce, déclare à Pépé qu'il était dans le rôle d'un fou et tous les propos étaient des répliques correspondantes aux propos du fou dans une mise en scène. L'évocation de cette mise en scène par le personnage est un prétexte avancé par l'auteur pour désamorcer la colère de Pépé lorsqu'il est venu répondre aux différentes diffamations de son gendre. Enfin, pour dégonfler Cactus, un personnage bien sûr dans la pièce, qui se voyait déjà époux de Assis, en jouant au bel époux, Pépé lui fait savoir qu'il était dans une mise en scène avec sa fille afin de lui donner une leçon de vie. Alors on conclut que sous la plume du dramaturge Apollinaire Agbazaou, dans cette pièce, nous déduisons que l'esthétique du théâtre dans le théâtre est un style d'écriture dramatique visant non seulement à dénoncer certains faits de société de façon euphémique, mais aussi mettre en valeur la fonction didactique du théâtre pour l'individu et pour la société en général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans son roman « Mémoire des injures », son unique roman d'ailleurs, paru en 2022, l'inspecteur et écrivain Apollinaire Agbazaou s'intéresse aux affres des étudiants qu'il met en écriture à travers le récit de Zeyaga, une étudiante promise à un lendemain ensoleillé. Nous mettrons essentiellement en lumière les principaux axes de la vie douloureuse de la jeunesse estudiantine au pays des léopards. Eh bien, la première des choses qu'il faut souligner est la condition des études au pays des léopards. Eh bien, les conditions de vie, de travail et d'études sur le campus de Vilaka, qui ressemble étrangement à Calavi, sont pénibles et sont peu propices à la transmission et à l'assimilation des savoirs. L'épanouissement physique, psychologique et moral des étudiants, préalable au succès, n'est pas assuré sur le campus de Vilaka. Je lis ici un passage de ce roman. L'absence d'assistance sociale, le déroulement de certains cours dans des édifices de fortune, au bon gré des caprices des profs prétentieux, le caractère expéditif des évaluations, etc. et les moindres bobos sont toujours montés en mayonnaise avec des réactions disproportionnées, comme brûlures de pneus et blocage des voies publiques, menaces, calomnies, injures
et discrédit jeté sur les profs, transformation des amphis en dépotoir d'excréments, bastonnade d'étudiants consciencieux résistant au mouvement jugé sans alibi convaincant et à la folie de la foule, vandalisme en tous azimuts, incendie des véhicules du corps professoral, jet de pierre et j'en passe. Donc réussir à l'université de Vilaka relève d'un véritable parcours du combattant. Et Zeyaga, forte de ses bonnes notes, avait nourri l'espoir de quitter Vilaka pour aller continuer ses études ailleurs. Mais elle se trompe parce que l'attribution des bourses à Vilaka ne se fait pas sur la base des compétences, mais plutôt de son profil politique ou bien de ses générosités sexuelles. Bien, le deuxième aspect que je vais aborder, c'est la politisation du pays des léopards. Rien ne se déroule dans ce pays de façon convenable, même pas la politique qui gangrène tous les secteurs. L'appartenance politique est le principal, et d'ailleurs le principal critère de réussite ou d'ascension dans ce pays. Lorsque vous êtes adhérent du parti coquillage, parti au pouvoir, vous avez accès à des avantages que votre seul labeur ou vos seules compétences ne vous donneront jamais. Les responsables administratifs, mis en confiance par leurs aides politiques au profit du pouvoir en place, se croient tout permis et commettent des abus. Chaque cadre devient roi dans son service. Zeyaga, malgré son brillant parcours, ne réussit pas à obtenir la bourse d'études pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle est apolitique, elle ne s'intéresse pas à la politique. Et la deuxième, c'est qu'elle a refusé, elle a osé refuser d'offrir ses faveurs sexuelles au directeur des bourses. Cette bourse, qui devrait lui coûter son honneur, a été attribuée à Yemboy, une fille moins méritante, mais parfaitement disposée aux libéralités sexuelles, au point de traîner une multitude de surnoms dégradants. Je cite un passage. « La seule bourse disponible pour ma filière et qui me revenait de droit selon le sondage d'opinion était octroyée. C'est la traînée de l'amphi qui l'avait emportée, ou dois-je dire remportée. Yemboy en était la lauréate ou plutôt la bénéficiaire. C'est plus simple. Entre autres, Yemboy était taxé de cul ouvert, veuillez m'excuser, cul humide, cul avide, cul insatiable, cul bagnant, cul toujours chaud, cul bavant, CQS, cul quêteur de sexe, ou CMS, cul mendiant de sexe. L'autre aspect qui touche principalement l'auteur et qu'il dénonce dans son ouvrage, eh bien c'est le chômage cuisant des jeunes. Nous venons de voir qu'il est très difficile de réussir à l'université de Vilaka. Mais une fois que vous réussissez, que vous avez le diplôme en main, il est encore plus difficile de trouver un emploi. Le chômage est devenu une étape impossible à brûler. Le diplôme en poche, Zeyaga n'arrive pas toujours à se faire embaucher par un organisme international ou bien national. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans cette situation déplorable. C'est le lot de toute sa génération. Je cite un passage. Bientôt 6 mois, le temps file que Kabli, Kounko, ses camarades et moi avions commencé à traquer l'emploi sur tous les horizons, à tous les endroits, à toutes heures et en tout lieu. Néant, vacuité absolue. Les moindres hameaux, les moindres coins et recoins, les moindres cabinets et offices qui inspirent une lueur, un soupçon, un lambeau d'emploi ont été prospectés. Bientôt 6 bons mois que nous pourchassions un début d'emploi. Rien, nenni, vide absolu, confie-t-elle. L'emploi a disparu au pays des léopards et ceci fait le lit au harcèlement sexuel. Les pourvoyeurs de rares emplois qui existent exigent des services sexuels aux filles et celles qui cèdent obtiennent un poste de subalterne où leurs chefs continueront d'exercer leur droit de cuissage. Zeyaga a d'ailleurs reçu de telles propositions. Les coups de fil pleuvent sur mon téléphone, avec toujours les mêmes effets d'annonce comme « je suis tel, disposé à t'aider, à condition que tu sois gentil, ou que tu collabores bien, ou que tu prennes tes responsabilités de quêteuse d'emploi, ou que tu acceptes de faire le jeu, et ou que tu saches me faire plaisir. »
Cette précarité professionnelle contraste avec la situation des jeunes diplômés d'ailleurs. Mison, un ancien camarade de promotion de Zeyaga, parti achever ses études en Belgique, a eu moins de peine à étudier et le travail l'a accueilli à la fin de ses études. En conséquence, les étudiants du pays des léopards qui sont informés de cela prennent le risque de prendre le large, au risque même de leur vie. Et c'est bien le cas de Kabli qui tente l'aventure par la Méditerranée, mais qui sera enterré dans la mer. Nous avons également Kounko, qui essaie de s'insérer dans le trafic de drogue. Mais malheureusement pour lui, il a été appréhendé par la police et exécuté en Chine. La jeunesse du pays des léopards croupit sous le chômage. Elle qui constitue la relève n'arrive toujours pas à s'émanciper, encore moins à prendre en charge certaines responsabilités familiales qui lui incombent. Zeyaga, espoir de tout un village, est incapable de venir en aide à son père qui mourut faute de soins et à sa mère devenue folle à force de désespoir. Elle-même, elle se fera d'ailleurs interner. Bien, si l'on conçoit, comme François Mauriac, que le romancier est de tous les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu, qu'il est le singe de Dieu, du fait qu'il crée des personnages, qu'il trace leur destin, eh bien nous serons tentés de dire que Apollinaire Abazaou est un Dieu cruel. Cruel parce qu'il voue tous ses personnages les plus corrects à une triste fin, et ceux qui sont peu recommandables à une vie enviable. Cependant, ce serait du même coup oublier que le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin chez Stendhal. La cruauté de l'auteur n'est autre que le reflet de la cruelle réalité à laquelle des milliers d'étudiants sortis de nos universités font face. L'auteur s'en sert pour commettre une œuvre riche, tant du point de vue lexical que du point de vue narratologique, en faisant alterner des histoires ou en les enchachant. Mémoire des injures est le récit de toutes les offenses que nos dirigeants font subir à la jeunesse consciencieuse et laborieuse. Une œuvre absolument à prescrire à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici en bonne compagnie des profs de français, des inspecteurs, tout le gratin de l'enseignement du Bénin. Je suis d'autant plus heureux qu'on célèbre un ami, qu'on célèbre un aîné, un grand frère, celui qui taquine les lettres comme moi, mais qui, en plus d'être un homme de lettres, est surtout quelqu'un de profondément ancré dans ces traditions, quelqu'un de profondément endogène. Il y a une chose qu'il m'a appris à maîtriser fondamentalement, c'est d'essayer de faire en sorte d'être terrestre. Alors quand je dis terrestre, c'est de s'accrocher à la terre, de vivre dans ses racines. Et quand j'ai entendu tout à l'heure tout le développement des jeunes à propos de la littérature, je me suis dit, mais tiens, pourquoi les jeunes ne font pas référence, disons, aux citations de nos philosophes? Des gens qui, dans la communauté, sont ancrés dans leur tradition et qui peuvent articuler des réflexions sur notre vivre en commun. C'est pour ça que je me tiens respectueusement à ses côtés pour pouvoir vivre davantage ce que j'appellerais le groove, c'est-à-dire les racines même de notre culture. Et très souvent, les intellectuels africains font des références à des auteurs étrangers. J'ai entendu parler ici des siècles littéraires, 16e siècle, 17e siècle, le classicisme, etc. Moi, ça me gêne un peu parce qu'on a l'impression qu'on est toujours inféodé à la culture des autres. Et que c'est le calendrier des autres qui détermine notre existence. Alors que dans notre histoire, nous avons des périodes qui peuvent nous renvoyer
à ce qu'on fait de fondamentalement qui définisse notre identité et qui nous fait développer nos potentiels. Aujourd'hui, malheureusement, je suis bien obligé d'en parler, le gouvernement est en train d'élaborer notre narratif par rapport à notre histoire. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez implantés dans l'espace public des monuments qui racontent notre histoire. Je pense que c'est le professeur, c'est l'inspecteur qui m'a donné justement cette prise de conscience. Et à travers, par exemple, le Bon à bégayer. Certes, c'est une pièce de théâtre, mais l'essence même de cette pièce de théâtre repose essentiellement sur nos traditions. Comment faire en sorte que nos traditions irriguent notre manière de vivre aujourd'hui? C'est la question essentielle. Et là-dessus, le professeur m'a appris énormément de choses. C'est pour ça que je ne serai jamais suffisamment reconnaissant envers lui. Vraiment, la transmission est quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que cette cérémonie nous offre à partager. Certes, ce sont les gens de notre génération qui sont là, mais je pense que à travers les médias qui vont transmettre ces images, eh bien, c'est à la génération nouvelle que nous sommes en train de nous adresser. Et c'est important parce que tant que le feu ne s'éteigne, eh bien, l'homme sera toujours là à vivre et à prolonger l'expérience que mon cher aîné a bien voulu partager avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Monsieur Apollinaire Bazaou, la Soto Penuedo, Amen. Ekanado, écrivain Pawedo Benebo, Monsieur Abazaoué, Emene Camondeo, mais on a pas de l'eau. Alors, vraiment, c'est dans Otoro, Poto Gege, Poto Viena, Molotoro, Tamondo, Farafoum, Ekano, Monsieur Apollinaire Bazaou. Merci beaucoup, c'est un moment assez émouvant. Je discutais tout à l'heure avec le professeur Célédévin. Je lui disais, que pouvons-nous faire pour être reconnaissant envers notre professeur commun? On a échangé, on a dit, il n'y a rien de matériel qui puisse, n'est-ce pas, représenter cette reconnaissance-là. C'est déjà ce que nous faisons là. Deux attributs qui constituent, n'est-ce pas, cette distinction. Le premier, c'est un tableau. Comme vous n'avez pas l'occasion de lire le contenu, j'en partage avec vous. Monsieur Apollinaire Bazaou, ce tableau d'honneur vous est décerné en reconnaissance de votre contribution de qualité au rayonnement de la littérature africaine. Vous êtes une plume intemporelle. Une plume intemporelle. Il y a des moments où, même quand vous êtes professionnel de la parole, vous perdez la parole. Merci. Je dirais seulement que Apollinaire est un travailleur, comme tout le monde l'a déjà dit. Et il est un homme juste, c'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout l'injustice. C'est ce que je retiens de lui. Bon, je n'ai qu'une minute, sinon je vous disais les
conditions dans lesquelles Apollinaire et moi nous sommes connus. Et il voulait me forcer à entrer dans un groupe de travail. Je dis non, je ne le fais pas. Et on était à un séminaire. Il dit bon, si vous ne venez pas, ben moi aussi je m'éclipse. Je dis bon, il faut rester, je viens aussi. Et donc, il m'a obligé à travailler avec lui. Et depuis lors, on est restés amis. Amis au travail, amis dans la vie, et de tous les jours. Voilà. Ici, moi, je suis arrivé. Je pouvais ne pas arriver. C'est elle qui a insisté. Je suis content d'être là aujourd'hui. Non seulement pour Apollinaire. Si je veux parler d'Apollinaire, on passera toute la soirée. Non seulement lui, parce que je n'ai pas de mots, parce que quand on parlait de Stanislas Nkani, je me demande, est-ce que c'est la même personne? Vraiment, merci pour le chemin que tu as fait. Depuis la décentralisation conduit à beaucoup de choses. Je suis vraiment heureux. Je suis heureux pour toi. Je suis content. Quand on m'a envoyé à Boycon, du lycée agricole Mehdi de Sékou, en 1998, et un an après, quand vous avez passé l'inspectorat et que vous êtes parti, on m'a envoyé pour vous remplacer comme conseiller pédagogique dans la zone d'Agoni. Et de là, je vous ai rejoint à l'école des inspecteurs. Ça, ce parcours-là, je l'ai toujours gardé. J'ai suivi les traces de l'inspecteur Agbazao. Premier témoignage. Deuxième témoignage, l'inspecteur Agbazao est très sympathique. Chaque fois que nous sommes, que quelque chose nous réunit, surtout le travail, je garde de lui et je continue de garder la rigueur au travail. Quand vous avez quelque chose à faire ensemble, il n'y a pas de temps à perdre. Il a les ressources qu'il faut pour vous faire travailler et bien travailler. Tout à l'heure, dans la vidéo, n'est-ce pas, qu'on a projetée, je crois que c'est Marius Dapogan qui parlait du travail, travail et encore travail. C'est vrai. Moi, j'ajouterai, après le travail, il y a le loisir. Il trouve toujours quelque chose à faire pour vous donner du plaisir. Et ça, vraiment, cette sympathie-là, je tiens à le témoigner ici. Inspecteur Agbazao, vous êtes un grand homme. L'inspecteur Apollinaire Agbazao, je ne le connaissais pas, je viens de le découvrir à travers ses œuvres, à travers les témoignages. Et je ne peux que m'associer à tous ceux qui ont parlé pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a fait, pour le modèle qu'il a été pour ceux qui ont témoigné de lui et pour d'autres. Et je crois que celui qui m'a invité ici est un exemple, M. Stanislas Nkani, que j'ai connu à la NCB, Association nationale des communes du Bénin, en 2008, je crois. Et je pense qu'il est l'image de son maître. Et que depuis que je l'ai connu, je l'ai adopté comme un fils. Et nous, à cause de sa rigueur au travail, sa sincérité aussi, son honnêteté et son engagement à bien faire les choses. C'est pour ça que je l'ai adopté. On a toujours collaboré, on a toujours travaillé jusqu'à aujourd'hui. Et il est devenu mon conseiller spécial. Donc,
pour même les choses qui concernent ma vie privée. Je lui pose certains problèmes et auxquels il a quand même quelques solutions. Même si personne n'a la solution à tout, il donne quand même des pistes. Je suis mère, je consulte toujours les gens qui peuvent apporter quelques idées, quelques réflexions, quelques pistes pour pouvoir mieux faire. Donc il est l'un de ceux-là. Et je peux vous dire que c'est vous qui l'avez façonné. Vous l'avez formaté. Et il est le modèle, il est aussi l'exemple. Et je voudrais ici demander à la jeunesse de s'inspirer de tout ce que nous avons appris de vous pour pouvoir grandir, pour pouvoir se réaliser. Parce que les facilités n'apportent rien. Mais le témoignage que je viens d'apprendre de vous, c'est le travail, et rien que le travail. Et le travail bien fait. Donc j'ai gardé ça. Malgré mon âge, je pense que je vais m'en servir pour continuer à bien travailler, si j'ai encore à le faire. Et aussi enseigner à mon entourage à mieux travailler et à bien travailler et à aimer le travail et ne pas se laisser distraire par les aventures de la vie. Je vous remercie. Pour moi, l'inspecteur Agbazaou, c'est un devin, c'est un prophète. Pour moi, c'est un demi-dieu. Vous savez, j'ai connu l'inspecteur pendant que j'étais en classe de première. Il était mon professeur de français. En terminale également, mais là, je faisais la série G. Je faisais des études de comptabilité. Il était mon professeur. Et quand j'ai obtenu mon bac en 2000, bac G2, où déjà sur mon relevé, j'avais 17 en études de cas, c'est-à-dire la comptabilité, 18 en économie, 18 en mathématiques financières. J'ai rencontré fortuitement l'inspecteur au cyber de Goro. Il m'a félicité et m'a dit qu'il me recommande les lettres, d'aller faire des études de lettres. Je n'ai rien dit. Je suis rentré calmement à la maison. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, il attend quoi de moi? Il veut mon bonheur ou bien quoi? Hein? Quelqu'un qui vient fraîchement d'avoir le bac G2, on lui demande d'aller s'inscrire en lettres modernes. Il veut quoi? Bon, je me suis entêté et j'ai fait la FASEG avec une licence en économie. J'ai fait une maîtrise en sciences juridiques. Ben, là, je vous dirais que je suis professeur de français. Hey, j'ai fini par faire un CAPES sur 4 ans et je suis professeur certifié de français. Vous voyez là que véritablement, l'inspecteur, pour moi, un dieu, un demi-dieu, un prophète. C'est mon professeur prophète. Je vous remercie.